Donc, on va étudier la technique créative de l'historique, qui est assez intéressante, surtout quand on est débutant, parce que ça permet d'appliquer des filtres, mais pas sur toute image, d'appliquer des filtres sur certaines parties de l'image, de faire des fondus entre la partie qui sera filtrée et la partie non filtrée. Donc, plusieurs intérêts à cette technique. C'est rapide, notamment pour faire de la retouche de portrait, ça peut être intéressant. C'est rapide, ça nécessite pas nécessairement de connaître les calques. Vous ne devez pas nécessairement connaître les calques pour faire cette technique parce que justement, il ne faudra pas utiliser les calques. Dès que vous allez avec cette technique créer un calque, ça va poser des problèmes. Et euh, voilà. Et ici, ça va vous permettre d'aller dans le menu filtre pour aller naviguer dans les différents filtres et tester les différents filtres, justement. C'est donc plusieurs intérêts ici à ce qu'on va faire. Pas besoin de maîtriser les calques. euh, Rapide, et ça va être une exploration des différents filtres du menu filtre qui sont de façon assez empirique. Je veux dire, c'est par essai et erreur que vous allez constater ce qu'un filtre fait ou ce qu'un autre filtre fait. C'est encore mieux que de les étudier un par un et de commencer à expliquer ce qu'ils font tous. Il faut les tester. L'erreur des débutants quand ils mettent des filtres, c'est qu'ils le mettent sur toute l'image. Et puis, ça ressemble plus à rien. La personne, le débutant qui a mis le filtre sur toute image, voit très bien ce que représente l'image, mais si on montre ça à quelqu'un, il va pas nécessairement comprendre ce que représente l'image parce que c'est tellement noyé dans le filtre. Donc, le secret avec les filtres pour obtenir un bon résultat, c'est de le mettre pas sur toute l'image, mais sur une partie. C'est donc ce qu'on va voir. Alors moi ici, je vais aller chercher sur le web quelques images vite fait pour tester. Euh, j'ai choisi de prendre des images de maison, mais vous pouvez prendre des images de quoi que ce soit, tant qu'il y a quand même une richesse visuelle. N'allez pas chercher des images minimalistes où il n'y a rien dedans, quoi. Donc forcément, ici, il y a de la richesse visuelle. On voit, il y a des structures, etc. C'est bien. Alors, pour les besoins de la démonstration ici, moi, je vais aller chercher des licences. Donc, j'ai enclenché les filtres dans Bing et je vais chercher licence. Ben, par exemple, domaine public, on va voir s'il y a des choses. Oui, il y a des choses dans le domaine public, quand même pas mal. Sinon, il y aurait aussi les Creative Commons, mais là, il faudrait que je fasse attention aux licences Creative Commons. Est-ce que je peux modifier? Est-ce que je dois citer l'auteur, etc. Donc, les deux sont possibles, bien sûr. Et puis, à côté de ça, vous avez les banques d'images, si vous voulez. Vous avez Adobe Stock. Avec une licence Adobe, vous avez la possibilité d'avoir gratuitement chaque mois un certain nombre d'images. Je me demande si c'est pas 10 images mensuellement. C'est pas beaucoup, mais c'est peut-être plus. Je me souviens plus. Et en payant un supplément à la licence Adobe, vous aurez possibilité de télécharger plus. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, sachant qu'il y a plein d'images qui sont sur le web et qu'en plus vous pouvez les générer par intelligence artificielle aussi, et que ça devient de plus en plus réaliste, qu'on n'arrive plus à voir si c'est des vraies photos. C'est pas comme il y a 2 ans où ça se voyait tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, éventuellement, on peut demander d'avoir des images de minimum une certaine taille, bien sûr. Taille d'image, au moins. Et ça, c'est arbitraire, 1000 sur 1000, par exemple. Donc, des images de minimum 1 mégapixel, minimum 1000 en largeur ou en hauteur. Je vous laisse tester, télécharger. Moi, je vais quand même en prendre plusieurs. Mais alors, ce serait bien que ce soit des images qui soient non traitées. Des images brutes, n'allez pas chercher des images déjà retravaillées. Et alors, on va mettre ça dans un dossier pour aujourd'hui que vous créez.
Donc voilà, je vais enregistrer plusieurs images dans le dossier d'aujourd'hui que je viens de créer. Comme ça, on garde les choses bien séparées. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir typiquement comme traitement qui a déjà été fait par quelqu'un? Peut-être des traitements vieillissants pour donner un effet vintage. Mais alors, il y a quelque chose qu'on voit moins maintenant, mais qui était très courant à un certain moment, on n'en pouvait plus, c'est l'effet HDR. Voilà, l'effet HDR. Là, j'ai juste tapé HDR en plus. Évidemment, vous ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer HDR, HDRI, High Dynamic Range Imagery. Oui, c'est ça, merci. Et donc, ça ressemble à ça, en fait, hein. Ce sont des images où il n'y a pas vraiment de grand contraste. On a un peu le même niveau de luminosité partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée, hein. Le HDR, c'est un traitement tout à fait particulier et c'est pas génial, mais vous connaissez peut-être, hein. En fait, à l'origine, c'est un système quand on prend des photos en conditions d'éclairage difficiles où c'est fort contrasté, il y a du contre-jour. On prend 3, 5, 7 photos de suite. L'appareil se déclenche en rafale, mais avec une sensibilité capteur différente à chaque fois. Donc on obtient au final des photos très sombres, des photos moyennes et des photos très claires. Dans les photos très claires, les parties sombres sont bien détaillées. Dans les photos très sombres, les parties claires sont bien détaillées. Et on mixe le tout. Donc c'est le système du HDR. À l'origine, c'est fait pour aller au-delà des limites de l'appareil. Parce que le capteur a des limites et donc on fait 3, 5 ou 7 photos de suite avec différentes sensibilités capteurs en RAW, en format RAW pour bien faire. Il y en a qui connaissent ici la photo HDR? Occasionnellement, oui. Ah, mais en faire, vous n'en avez jamais fait? OK. Bon, comme ça, vous voyez que ça existe. Ça fait partie des 500 choses qui sont intéressantes à connaître quand on est dans le métier, quoi. Donc, vous ne cherchez pas des photos HDR, mais je vous montre que c'est le genre de choses justement qu'il ne faudrait pas prendre parce que c'est déjà fort traité parmi les résultats que vous avez trouvés ici dans vos recherches. Quand vous avez tapé le nom de ce que vous recherchez, parmi les résultats, il pourrait y avoir des images HDR, donc évitez ça, c'est pas génial. C'est has-been, l'effet HDR fort. Mais à l'origine, donc l'HDR, c'est pour compenser un problème technique et on a ici, je viens de trouver sur le site de Nikon un article qui est assez intéressant, qui explique assez bien le HDR. Je vais vous mettre le lien. Donc le lien direct, voilà le QR code. Et donc, comme je disais, il s'agit de prendre une scène comme celle-ci, par exemple, avec l'exposition moyenne, mais également de faire une photo sous-exposée. Oui, c'est ça. Les EV, c'est les exposition value, je pense. Valeur d'exposition. Une avec qui est surexposée, et puis de combiner. Et ça, Photoshop a ce qu'il faut pour combiner. Et puis, il y a plein d'autres logiciels qui peuvent combiner plusieurs photos qui ont été prises comme ça. Donc, vous avez la photo normale, et puis la foncée, ben, c'est surtout pour avoir du détail dans les parties claires. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et la claire, c'est pour avoir du détail dans les parties foncées. Mais quelque part, quand vous y réfléchissez, c'est logique.
Et donc, c'est ça, ça vous permet d'avoir des photos où c'est un peu plat au niveau luminosité. Par contre, il y a du détail partout. Donc, il y a plein d'appareils qui font du HDR. avec le jazz. Le GSM le fait, plein de GSM le font, sauf qu'ils ne produisent pas les photos séparées, pas les fichiers séparés. C'est réuni en interne. C'est une des fonctions des GSM, oui, oui. Mais ça réunit en interne, donc pas possible de récupérer dans Photoshop ou autre logiciel et de faire ça dans... Voilà. Et alors, il y a aussi le faux HDR, où on démarre d'une photo et on donne l'effet HDR au départ d'une seule photo. C'est vraiment pour obtenir le HDR artistique. Bon, il y a des modes comme ça. Voilà, le HDR plus artistique, vous voyez. Et parfois, on démarre d'une seule photo et on donne un effet HDR, mais c'est pas du vrai HDR. Voilà, typiquement, le portrait ici. Range. High Dynamic Range. Donc, c'est l'imagerie à grande dynamique. Ça vous dit quelque chose, ce genre de photo? Un peu irréel. Voilà, donc c'est la petite vidéo, 10 minutes qu'elle dure ici. Bien sûr, vous pouvez aller voir des vidéos d'autres personnes, des sites web aussi. Je ne pousse pas à voir mes vidéos, mais celle-là, je la connais, je l'ai faite, donc je vous montre ça. Ça s'appelle Exercice assemblé cliché Rafale HDR avec Fusion HDR Pro. Oui, le module dans Photoshop s'appelle Fusion HDR Pro. Et là, vous voyez par exemple mon dossier avec les photos que j'ai prises avec mon appareil Reflex à l'époque. Euh, C'était un Reflex avec par exemple ici une photo dans un parc où on a la photo moyenne, c'est un banc dans un parc et on a les versions plus claires et les versions plus foncées. Donc là, c'est du HDR sur base de 5 photos. Vous avez des photos dans un port, voilà, avec la photo moyenne, les photos trop claires, les photos trop foncées. Et puis, par la suite de la vidéo, je montre comment combiner ça ensemble. Je montre comment combiner ça ensemble dans euh, Photoshop avec le module Fusion HDR Pro. Voilà. On voit les EV, hein, les Exposition Values. Ça, c'est le module. À quoi il ressemble. Voilà. Et alors, je montre même parce qu'en fait, les photos, comme vous voyez, c'était un hydravion qui est sur un lac. C'était un lac ou quoi? Non, c'était à Vancouver. Ça doit être l'océan Pacifique, alors. L'avion bougeait forcément puisqu'il flottait là. Mais il y a tout ce qui est fait pour prévoir pour les mouvements. Si entre les photos, même si ça va vite, ça se fait en une seconde, les 5 photos. Euh, S'il y a eu des mouvements, c'est prévu d'annuler les mouvements. Oui, il y a l'option qu'on voit là, supprimer les décalages, donc c'est logique. Donc, ceux que ça intéresse, vous aurez l'explication. Nous ne pouvons pas tout voir et en plus, c'est très spécifique. Voilà, j'ai pris 3 photos vite fait, mais en fait, c'est juste un prétexte, hein, ça n'a pas d'importance. C'est pour pouvoir tester la créativité avec la palette historique. Donc, la palette historique, on l'a vu, hein, ça permet de naviguer dans dans tout ce que vous avez fait dans un document. Vous avez vu qu'on peut augmenter le nombre d'états d'historique, donc ce que la palette historique stocke jusqu'à 1000, les 1000 dernières actions éventuellement. Mais là, on va le voir d'un point de vue plus créatif. Donc, je vais en ouvrir une
dans Photoshop. Ah oui, j'utilisais la version bêta avant, mais je vais le faire avec la version ici, c'est quasiment la même chose, hein. Ça fera pas de différence. Donc, sauf que il veut pas me mettre en plein écran. Eh ben, parfois des petits problèmes d'affichage, il veut pas me mettre en plein écran là, donc je vais peut-être le demander manuellement ici. OK. OK. Et là, du coup, il veut bien. C'est bizarre, mais j'avais déjà eu le coup précédemment. Donc, palette historique, menu fenêtre historique. Palette des calques, menu fenêtre calque. Il n'y a qu'un seul calque dans la palette des calques et il faudra surtout ne pas en ajouter. C'est pour ça que quand on va faire des corrections couleurs, on n'ira pas chercher les calques de réglage dans le bas de la palette des calques. On ira chercher les anciens réglages qui sont destructifs. Image réglage, vous aurez les teintes de saturation, tout ça. Vous retrouvez la même chose que les calques de réglage, sauf que c'est avant que les calques de réglage n'existent. On appliquait les réglages, on modifiait réellement les pixels, c'était du destructif. Et parfois, c'est toujours intéressant de les utiliser. Mais comme ça, vous avez vu qu'on a les mêmes réglages ici, dans le bas de la palette des calques, et là au-dessus, image, réglage, mais en fait, ils ne s'appliquent pas de la même manière. Et donc ici, comme la technique de l'historique est un peu capricieuse avec les calques, on ne va pas créer des calques, on va tout faire sur le même calque. Donc, vous avez la palette historique avec actuellement, il est indiqué que vous avez ouvert l'image. Ceci, c'est ce qu'on appelle un instantané. Il s'est créé tout seul parce que la palette historique est réglée pour que dès qu'on ouvre une image, il prend un instantané, une photo en quelque sorte, entre guillemets, de l'image telle qu'elle était au moment de l'ouverture. Donc, vous allez dans le menu de la palette historique jusqu'à la ligne Options d'historique. Et là, vous voyez que l'option était déjà cochée, créer le premier instantané automatiquement. Ici, chez moi, il est coché accepter un historique non linéaire. À mon avis, chez vous, c'est pas coché. Cochez-le, parce que pour la technique créative qu'on va faire avec l'historique, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est un historique non linéaire? Je vais expliquer plus tard. Tiens. Ouais. Donc, c'est la seule chose que vous devez faire dans les options d'historique, qui sont donc dans le menu de la palette historique, c'est cocher accepter un historique non linéaire. Précédemment, vous étiez allé dans les réglages de performance et vous aviez augmenté, je pense, le nombre d'états d'historique. Il était d'office à 50, d'origine à 50, et vous l'aviez augmenté. C'est bien d'augmenter. C'est pas plus mal. Donc, c'est image, moi, Là, c'est dans édition préférence performance sur le PC. Photoshop réglage performance sur le Mac. Et voilà. Au passage, tant qu'on est là, on peut regarder un peu ce qui se trouve là. Vous avez quelque chose d'important. Utiliser un processeur graphique. Donc, Photoshop fait appel à la carte graphique pour augmenter les performances. S'il ne faisait pas appel à la carte graphique, ce serait vraiment lent. Donc, c'est important d'avoir un ordinateur avec une bonne carte graphique. Quelles sont les bonnes cartes graphiques? Sur le site de Adobe, ils le disent. Ils développent leur logiciel pour certaines cartes graphiques. Tout un temps, ça a été les cartes NVIDIA, mais maintenant, ils ne mettent plus en avant NVIDIA, notamment parce qu'ils ont des processeurs, le processeur central de l'ordinateur a la carte graphique avec, maintenant, les processeurs M
chez Apple, la gamme M chez Apple, c'est intégré. Donc, il ne parle plus de NVIDIA, mais c'est quand même intéressant de penser à ça quand on achète un ordinateur. Si vous achetez un ordinateur portable qui n'est valable que pour faire de l'Excel et du Word, ne vous étonnez pas quand vous faites tourner Photoshop euh, ou même les autres logiciels, Illustrator, qui est aussi très demandeur en performance, ben ça ne marche pas. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez un certain nombre de mégas de mémoire sur votre ordinateur, la RAM. Donc en gigas, on dit ça en gigas en général. Hein, ici, c'est 32 gigas sur cet ordinateur-ci. Il faut quand même minimum 8 gigas pour faire tourner les logiciels Adobe. Là, il y en a 32. Et vous décidez de combien de gigas, donc c'est 20 ici, 20,6, combien de gigas Photoshop va pouvoir utiliser au maximum. 70% de la mémoire totale, 70% de 32 gigas, c'est comme ça. Donc il est quand même très demandeur en mémoire Photoshop, donc ça peut être intéressant de gérer les choses là. Et donc là, il y aura une disponible. C'est quoi, 20 la fixe, c'est ça? Ben, disons qu'il y a 32 gigas dans l'ordinateur, mais il y a déjà le système d'exploitation et peut-être d'autres logiciels ouverts qui bouffent un peu de mémoire. Donc, il n'y en a plus déjà que 29,5 disponibles chez moi. Et puis, parmi ces 29,5, oui, quand je disais 70%, c'est en fait 70% de 29,5, pas de 32. Voilà. Donc, si vous constatez que quand vous ouvrez Photoshop, vous savez presque plus rien faire d'autre sur l'ordinateur, il faudra peut-être diminuer ceci. Ou quand vous constatez que quand vous ouvrez Photoshop, il est vraiment trop lent, il faudra peut-être augmenter. Donc, c'est un truc à gérer. Ça fait partie du job du graphiste quand même de gérer un peu sa machine, de connaître un minimum. Hein. On ne demande pas de pouvoir l'ouvrir et changer des composants nécessairement. Hein. Quoique c'est bien, c'est intéressant, mais bon. Vous avez ici les niveaux de cache. Ouais. Niveau de cache, on me demande toujours, mais qu'est-ce que c'est? En fait, le cache, ce sont des informations que les logiciels mettent de côté pour le cas où elles doivent rapidement les réutiliser. Voilà. Quand vous devez faire un très gros boulot sur un ordinateur et que le Photoshop n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas assez de place sur le disque dur, pas assez de mémoire, vous pourriez diminuer le cache temporairement. Ce sera plus lent, mais il arrivera à faire le job. Mais moi, je vous conseille de ne pas toucher à ça si vous n'avez pas de raison. Mais je vous donne une astuce. En diminuant le cache, vous arriverez peut-être à faire le job malgré que au départ, il vous disait qu'il n'y avait pas assez de place sur le disque dur. Voilà. Alors, un disque dur, on le remplit normalement pas à plus de 80%. Sinon, c'est le crash assuré. Attention quand même. Hein. Vous avez un disque dur de 1000 gigas. Si vous commencez à dépasser les 800 gigas, ça, c'est critique. Et si en plus de ça, vous ne faites pas de backup, vous risquez de perdre tout. Il y a des familles qui témoignent, et ce n'est pas des blagues, qui témoignent sur le web. Notre disque dur que nous utilisions depuis 10 ans pour mettre toutes les photos de famille a craché. Nous avons perdu 20 000 photos, tous les souvenirs. Ben oui, mais il faut faire des backups, quoi. Hein? Et il n'y a pas que les crashs, il y a les vols aussi. Mettez le backup pas au même endroit que le disque dur original, parce que si un voleur vient voler tous vos disques durs, il prend le backup et l'original, c'est malin. Il y a le cloud qui permet de faire des sauvegardes. Moi, j'ai un cloud chez Google Drive, par exemple, 5000 gigas. Je me demande si je ne paye pas 30 € mensuels. Ça doit être ça. Mais oui, ça coûte évidemment, mais vous avez des clouds à plein d'endroits, parfois même gratuits. Hein. Parfois, ça offre 5 gigas par-ci, 5 gigas par-là, gratuits sur le web. Donc, faites gaffe quand même. Souvent, Oui, alors les disques durs conventionnels, on va dire, avec un plateau et une aiguille qui lie, donc les mécaniques, en effet, si on les fait tomber pendant qu'ils fonctionnent, oui, parce que quand ils ne fonctionnent pas, il y a un système de protection, mais pendant qu'ils fonctionnent, s'il y a un coup, ça peut rayer le plateau et ça peut évidemment les... Oui, et donc les SSD, les Solid State
les circuits, en fait. Ça peut être une solution. Assez controversé parce qu'il y en a qui disent que ça se fragmente aussi assez vite. Ça peut, si on fait beaucoup d'enregistrements sur un SSD, ça peut poser problème, mais je pense que ça s'est quand même amélioré. Et le SSD, oui, est insensible au coût, mais c'est plus cher. Voilà. Donc faites gaffe à ça, les disques durs. Alors à propos des disques durs, vous avez un autre endroit ici justement, c'est l'occasion d'en parler. Disque de travail. Ça, c'est le disque que Photoshop va utiliser quand il est à court de mémoire pour faire ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Il va créer de la fausse mémoire sur le disque dur. Je suis dans une configuration qui n'est pas très bonne parce que j'utilise le disque qui est celui sur lequel se trouve le système d'exploitation, le disque de démarrage. C'est pas idéal. Si vous faites des travaux lourds dans Photoshop, il vaut mieux avoir un autre disque dur connecté à l'ordinateur et vous le désignez en tant que disque de mémoire virtuelle. Et si possible, un disque dur vide qui ne sert qu'à ça. Mais un petit, hein. Ça peut être 250 gigas, ça peut être voilà, un petit. Ça peut être du SSD, ça peut marcher. Ici, c'est une carte mémoire que j'ai connectée à l'ordinateur. C'est pas un disque dur, mais ça marche aussi. Eh bien donc, quand Photoshop est à court de mémoire, si jamais j'indiquais ceci comme disque de mémoire virtuelle plutôt que mon disque de démarrage, ça va, sur ce disque-là, quand il est à court de mémoire, faire de la fausse mémoire. Ça va écrire. Voilà. Plutôt que de se faire dans les circuits, ça se fait sur le disque dur et il compense le manque de mémoire de l'ordinateur par de la mémoire virtuelle. Et donc, il vaut mieux lui préciser un disque rien que pour ça. Ah si, il stocke la mémoire virtuelle. Une fois qu'on a fini, ça se vide. Oui, c'est vidé automatiquement, oui. Oui, oui. Donc parce que, OK, c'est bon qu'ici on fait des petits travaux, mais pour des gros travaux, des images de 500 mégas, 1 giga, voire même plus, il vaut mieux ne pas avoir la mémoire virtuelle sur le disque dur qui contient le système d'exploitation. Parce que le système d'exploitation macOS ou Windows, il a sa propre mémoire virtuelle aussi. Et donc tout ça entre en conflit. Ça peut être source de plantage. Bon, combien de pourcents de chance a un disque dur de cracher? Le crash disque dur, vous connaissez. Voilà. Inutilisable. Il ne fonctionne plus, on n'a plus accès. C'est peut-être le contrôleur USB qui est en panne, il suffit de le remplacer ou de transférer le disque dur dans un autre boîtier. C'est peut-être les plateaux qui sont plus valables, il faut transférer les plateaux dans un autre disque dur. Tout ça coûte très cher. Donc faites gaffe, hein. Récupérer des données sur un disque dur, ça peut coûter entre 500 et 1 000 euros. C'est largement plus que le coût d'un disque dur actuellement. Combien de pourcents de chance a un disque dur de cracher? Avez-vous une idée? Pas d'idée? Non, il y a 20%. Bon, je ne vous ai pas précisé la durée. C'est 100%. Un disque dur a 100% de chance de cracher. C'est ce qui est arrivé aux familles qui ont mis leurs milliers de photos pendant 10 ans sur un disque dur. Ils se sont dit, quoi, il est éternel? Ben non. Donc, faites gaffe à ça, il faut y réfléchir, quoi. Faites des backups. Ou alors, vous vous foutez de perdre ce qu'il y a sur le disque dur. Ça peut arriver aussi, hein. C'est des séries que je peux récupérer, des choses comme ça va. Un disque dur, de nos jours, ça ne coûte quasiment plus rien. Vous avez, pour 100 euros, 2000 gigas. Dans les années 90, j'ai travaillé 2 mois pour me payer un disque dur, quand j'étais jeune. Je me suis payé un disque dur qui avait une capacité de... Alors, à l'époque, c'était monstrueusement gros. Les 150 mégas. Ça, c'était le disque... 250 mégas, c'était le disque dur à l'intérieur de mon ordinateur.
Mais j'ai pris un externe de 1000 mégas. 1 giga. 1 giga. Et ça coûtait très cher. Ça coûtait plus de 1000 euros. Donc, vous voyez, ça évolue. C'est dingue. La manière dont ça évolue, c'est exponentiel. Vous connaissez la loi de Moore qui dit que plus les ordinateurs deviennent puissants, moins ils deviennent chers. Mais ça se vérifie tout le temps. Et c'est une loi qui est contestée. Il y en a qui disent qu'elle n'est plus applicable. C'est faux. Les choses vont évoluer d'une manière dingue. Dans les 10 à 20 ans à venir, les ordinateurs seront 100 fois, 1000 fois plus puissants avec toutes les applications que ça va permettre sur le côté. Donc, il faut s'adapter. Il faut prévoir, anticiper. Et c'est quoi les... Mais un disque dur externe, son espérance de vie, ça va dépendre de à quel point on l'utilise, bien sûr. Mais si on l'utilise intensivement, moi, je dirais que ça peut quand même tenir 4-5 ans. Voilà. Si c'est d'une bonne marque, il y a des marques qui sont moins réputées que d'autres. Ouais. Donc voilà. En général, oui, je ne vais pas citer les marques, mais en cherchant un peu, il y a des marques qui sont moins fiables que d'autres. Donc tout ce que vous faites sur l'image ici va être accessible par la palette historique. Donc je vous propose dans un premier temps, par exemple, d'enlever la couleur. Donc, on va surtout pas aller changer le mode. On va pas faire image mode niveau de gris parce que là, on passerait à ce moment-là dans la palette des couches d'une image à 3 couches vers une image à une couche. Et donc, ça casserait tout le processus. Donc, on va garder une image à 3 couches qui potentiellement peut contenir la couleur, mais on va lui enlever sa couleur par image réglage désaturation. Donc, on n'utilise pas le changement de mode image mode niveau de gris. On va par exemple faire image réglage désaturation, ce qui est la même chose que de faire de la teinte saturation et de mettre le curseur saturation à 0. C'est juste un raccourci. Voilà. Et là, vous avez le mot désaturation qui est apparu dans la palette historique. Bien, on va peut-être faire une chose supplémentaire. On va lui demander de trouver les contours. Filtre, esthétique, tracer des contours. C'est juste arbitrairement que je choisis de faire ça ici. Après, vous allez tester, vous allez naviguer dans les filtres et faire plein de tests. Voilà. Donc, il trouve les contours. En fait, il a juste fait, sans que vous le voyiez, une copie de l'image. Il l'a rendue floue. Il a superposé la version nette et la version floue. Et ce qui reste, ce sont les contours. Donc, ça n'est pas de l'intelligence artificielle. Ça existe depuis très longtemps dans Photoshop. À partir de là, on va pouvoir réinjecter. Donc, il y a deux solutions. Soit je reste avec, à cet état-ci, l'image grise avec des contours et j'injecte la version grise sans couleur ou la version grise ou la version avec couleur. Voilà. Donc, je reste avec l'état, les contours ici et je choisis d'injecter la version grise ou la version avec couleur. Soit je peux aussi revenir en arrière et injecter dans la version couleur la version grise ou la version grise avec contour. Donc les deux sont possibles. Bon, on va rester au tracé des contours ici et on va faire le test d'injecter la version grise. Donc vous devez avoir cette configuration-là. Et ceci indique donc ce que vous allez injecter avec l'outil spécial qui ressemble à ça, qui est là. C'est l'outil forme d'historique. Vous l'enclenchez. C'est con. Vous pourrez tester par la suite l'autre outil, forme d'historique artistique, pourquoi pas, mais dans un premier temps, on va faire une injection sans faire d'effet artistique. Donc, vous voyez, quand vous gardez le bouton à souris enfoncé, vous avez l'outil pinceau d'historique artistique, mais ne le prenez pas pour l'instant. Avec les touches CTRL, Option, CTRL Alt sur le clavier, bouton gauche du Mac, bouton droit du PC, vous déterminez la dimension et le flou. Donc, on va injecter la version noir et blanc sans les traits.
Ben voilà, on passe, et je vais la faire bien grande là, voilà. On passe et voilà. Ça peut être sympa. Ah, Voilà, si vous en avez mis trop, vous vous dites: «Non, il va falloir revenir en arrière». Avant, il faut que je vous dise que si vous pensez avoir obtenu quelque chose de bien, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez demander: «Fichier, enregistrer une copie». Comme ça va faire une copie sur le disque dur. Alors, il nous propose, vu qu'on n'a pas de calque, on n'a pas fait de choses spécifiques Photoshop dans l'image, il nous propose de continuer à l'enregistrer au format JPEG. C'est peut-être pas l'idéal, parce que ça va ajouter de la compression destructive à la compression destructive. Donc moi, je vous conseille de passer au format Photoshop. C'est donc fichier, enregistrer une copie. Donc chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous paraît chouette, vous pouvez enregistrer une copie si vous voulez. Donc il y a un raccourci, commande Alt S, donc contrôle option S. Voilà. Est-ce que c'est possible de rattraper un détail ou il faut Si vous propose d'enregistrer sous le même nom, vous pouvez bien sûr changer le nom, ajouter le numéro 2 à la fin, par exemple. Ça, c'est une solution et c'est la plus sûre. Vous êtes certain, certaine que ce que vous voyez là, il est sur le disque dur. Autre solution, c'est de demander, dans le menu de la palette historique, de faire un nouvel instantané. Et là, vous pouvez lui donner un nom si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. On clique sur OK. Et dans le haut de la palette historique, on a le stockage. Donc, c'est nouvel instantané dans le menu de la palette historique. moi, c'est l'autre attendez, Alors, vous avez injecté la version grise sans tracer de contour. Si vous pensez que vous l'avez injecté à trop d'endroits, bah oui, on peut faire du CTRL Z, du commande Z pour aller en arrière, mais oui, on pourrait donc annuler le passage d'historique, revenir en arrière ici. Il n'y a même pas besoin des raccourcis. On pourrait. Mais on peut aussi dire qu'on injecte maintenant la version avec contour. Si vous mettez l'icône là, vous injectez la version avec contour et donc vous enlevez de l'image grise, là où vous passez. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et si je veux injecter la version en couleur telle qu'elle était à l'ouverture, ben je mets l'icône là et j'injecte la version en couleur. Mais là, je vais annuler. Je vais revenir en arrière parce que je me dis, tiens, je vais injecter la version en couleur, oui, mais je vais le faire pas à 100%, je vais mélanger avec l'image telle qu'elle est là. Et ça se fait en jouant sur l'opacité du pinceau là au-dessus. Par exemple, si je mets à peu près 50%, on n'est pas à 1% ni même à 5 ou 10% près, hein. C'est vous qui voyez. Et quand je passe, ça mélange avec la version, voilà, ça injecte à 50% dans mon cas. Donc c'est l'opacité ici. Et alors, c'est un historique non linéaire. Vous vous souvenez qu'on avait été coché dans les options d'historique, accepter un historique non linéaire. Ça veut dire quoi? Normalement, dans l'historique, quand vous revenez en arrière et que vous faites une action, tout ce qui suit est effacé de l'historique. Tandis que là, non, quand on revient en arrière, si on revient en arrière, par exemple, je reviens sur ouvrir, et désaturation et tracé des contours sont toujours là, donc je peux injecter tracé des contours, par exemple. Ce qui ne serait pas possible si je n'avais pas coché l'option accepter un historique non linéaire. Non linéaire, ça veut dire qu'il y a des embranchements au niveau créatif, quoi. Ça veut dire qu'il y a certaines versions de l'image qui restent accessibles là, voilà, version désaturée, etc., si on veut. Ah oui, et puis je vais injecter peut-être à 100%. Voilà. Donc assez amusant tout ça.
très créatif. Donc, mais ça dépend des photos, mais ça vous montre que on peut vraiment être créatif rapidement. Et alors, pour des retouches de portrait, c'est pas mal aussi, hein. Retouche de portrait, ça marche pas mal parce que ça vous permet, sans devoir chipoter avec des calques, de moduler les lumières, tout ça. On va tester comme ça, vous allez voir. OK, donc n'oubliez pas de faire des instantanés, mais attention, les instantanés que vous faites, quand vous avez un bon résultat, oui, vous pouvez aller voir dessus, hein. Vous pouvez aller cliquer et voir à quoi ça ressemblait. Et les instantanés. Donc ça stocke vos versions pour pouvoir comparer après. Mais ça ne s'enregistre pas avec l'image. L'historique non plus. Que si on enregistre l'image qu'on ferme et qu'on la réouvre, l'historique ne sera plus dedans. Donc c'est pour ça que la fonction enregistrer une copie dans le menu fichier, elle est pas mal. Pour garder toutes vos versions. Donc vous pourrez tester avec d'autres filtres, avec d'autres images. Et oui, on peut aussi indiquer qu'un instantané est une source. Ça marche aussi, évidemment. Donc, pour stocker, quand vous avez un truc bien, c'est menu de la palette historique, nouvelle instantanée. On a aussi une icône en bas, en fait, hein. Si vous cliquez sur l'appareil photo, c'est la même chose. Voilà. Ah, OK. En arrière, si on a avancé, qu'on a le... Oui, à chaque étape, on prend une photo comme ça, Ah oui. on ne trouve pas. Oui, donc ça permet de les passer en revue et voir ce que ça donne. Mais c'est quoi l'écran? Enregistrer une copie. Oui. Donc ça va éviter d'écraser le fichier d'origine. Ça vous renomme d'office avec le mot copie à la fin. Voilà. C'est quand on veut enregistrer des versions alternatives en cours de travail, enregistrer une copie. Plutôt que de faire un... Bon, par exemple ici. Bon, ici, par exemple, je suis revenu à l'instantané qui est là. OK, je vais redémarrer de là, donc. Et dans la palette historique, à un certain moment, il y aura tellement de choses, je vais devoir jouer, bien sûr, avec l'ascenseur pour voir le dessous. Mais ici, par exemple, je vais dans le réglage, image réglage, teinte saturation. Je vais cocher l'option coloriser. C'est un choix. Parce que c'est vrai que, en fait, on a quasiment que du noir et blanc dans l'image, donc coloriser, voilà. Je bouge pour coloriser d'une certaine manière. Je sature, etc. Ça, c'est un choix. Voilà un effet blueprint, tiens, pour les architectes. Alors, je clique sur OK, et donc j'ai la teinte saturation qui est là. On est d'accord. Je reviens en arrière, et je vais pouvoir l'injecter là où je veux, avec une brosse plus ou moins précise, ça dépend des choix. Mais je ne vous cacherai pas qu'en général, on essaye que ça, ce soit plutôt des injections floues, hein, parce que c'est plus rapide, c'est plus facile, mais pourquoi pas. Alors là, j'ai débordé. Comment faire? Ben, c'est très simple. Je vais revenir, indiquer que j'injecte l'image telle qu'elle était avant la teinte saturation. Et donc, je fais une brosse peut-être plus petite ici, pas complètement nette, hein, quand même, voilà. Ici, je vais peut-être le faire avec des lignes droites, clic, majuscule clic, et voilà. Et puis, je termine sans enfoncer la touche Shift pour les lignes droites. Et voilà, donc ça répond à la question. On peut venir faire des petites retouches. Et là, j'ai oublié peut-être, enfin, c'est peut-être pas un oubli, hein, de mettre du bleu ici. Donc, je vais réinjecter teinte saturation. Parfois, on a au final tellement d'états d'historique que c'est pas plus mal de faire ça via des instantanés aussi, hein. C'est plus facile d'aller préciser un instantané parfois.
en tant que source de l'historique. Voilà, je vais faire clic, majuscule clic, OK ici, clic, majuscule clic. Comme ça, vous voyez si vous voulez vraiment être précis dans ce que vous faites. Alors, ceci n'a pas vocation à remplacer la technique des calques, bien sûr, hein. C'est juste quelque chose qui existe. Et pour les débutants, ça permet de faire des choses artistiques sympas. Donc, vous voyez, à un certain moment, il faut que je remonte quand même pas mal pour aller indiquer que je vais réinjecter la version qui est non bleue. Voilà. N'hésitez pas, je vous dis vraiment, les grosses brushes pour les arbres, là, voilà, hein, grosse brush et voilà, ça peut passer. Enfin, vous avez la technique comme ça. Vous avez la technique, d'ailleurs, je vais réinjecter à 50% pour avoir à moitié bleu, là, voilà. Voilà. On va tester sur des portraits, peut-être, vite fait. Si vous avez des portraits sous la main, vous pouvez tester avec des portraits. Ça marche pour tout type de filtre. Voyons un peu, filtre esthétique. Qu'est-ce qu'on a comme filtre qui pourrait être estampage? Ouais, estampage, ça fait un effet comme ça, oui. Il y a de la couleur, ça me plaît pas. Je fais image, réglage, désaturation. Voilà. Je reviens, allez, j'indique que je vais injecter, avant que je fasse l'estampage, je vais injecter ça. Voilà. Je vais peut-être injecter, oui, à 50%. On va voir ce que ça va donner. Avec une grosse brush. Voilà. Donc, il faut faire des tests. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une part de hasard. OK. Donc, pas hésiter, les grosses brushes, même, vous voyez, je zoome en arrière et j'ai une brush immense. Voilà. Tiens, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était à l'origine, là en dessous, voilà. Finalement, ça donne pas grand-chose, hein, parce que ça ressemble à une image qui a des problèmes. Moi, il faut réfléchir à ça. Je vais peut-être réinjecter à moins. Voilà, sur le côté, là, peut-être, voilà. Voilà, ça vous fait des images. Oui, pour faire des couvertures, des flyers, ça pourrait être intéressant. Ce genre d'image avec des effets. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Voilà un négatif, tiens. Le problème du négatif, c'est que quand on réinjecte, comme c'était avant en positif, on va se retrouver entre la partie négative et la partie positive avec une zone grise. Oui, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était à l'origine. Donc, soit là, c'est la même chose. À 100%. Vous voyez, le problème, c'est que quand vous injectez sur des négatifs, entre le positif et le négatif, vous avez une zone grise qui risque d'apparaître. Ça fait un peu bizarre. Bon, je vous laisse tester. Et moi, je vais aller chercher des images de portraits pour montrer la retouche rapide qu'on pourrait faire sur un portrait grâce à ça. Bon, je vais aller voir pour des portraits. Vous avez eu l'occasion, vous en avez peut-être sous la main. Des portraits, oui, testés. Ça donne bien. Il pète des projecteurs de. Ah oui, oui, l'éclairage, comment ça s'appelle ça
Oui, qui souligne le volume avec un éclairage bleu d'un côté et rouge de l'autre. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Oui, ça peut marcher avec ça, avec la teinte saturation. Oui. Voilà une image que je suis allé chercher rapidement, mais au niveau qualité, c'est pixelisé. Mais bon, un petit coup de super zoom et ça devrait régler le problème, bien que ce ne soit pas la meilleure méthode. Le super zoom, on a vu que Magnific AI s'en sort mieux. Parfois, ça fait des choses bizarres. Là, ça nous fait quelque chose qui n'est pas terrible, terrible. J'ai demandé 3 fois, mais je vais maintenant demander 2 fois. Ça sera peut-être un peu mieux. Non, vous voyez, c'est pas terrible. Il y a quand même l'option supprimer les artefacts JPEG qui va aider ici. Voilà. La réduction du bruit, peut-être l'augmentation de la netteté, mais pour des choses sensibles comme des portraits, le super zoom, il s'en sort pas extrêmement bien. Améliorer les détails du visage. Voilà, si on coche ça, ça peut peut-être aider quand même. À vous de voir. Ça, j'ai juste multiplié 4 fois les pixels avec le super zoom parce que j'ai pas fait attention. Je suis allé chercher un portrait où il y avait pas beaucoup de pixels dessus. Ok, quoi qu'il en soit. Là, je vais démarrer dans l'historique. Il ne met pas ouvrir, il me met nouveau parce que dans le super zoom, dans le bas, j'avais demandé nouveau document. Et donc, on va pouvoir tester plusieurs choses. Donc, si je veux tenter d'assombrir, de faire un clair-obscur, vous voyez les clairs-obscurs, vous voyez? À la manière, c'est quel peintre encore qui faisait les clairs-obscurs? Le cadre. Je pensais pas à lui. Mais peut-être que le Caravage faisait ça. Mais non, il y a un peintre qui était très connu pour ça. Et en plus, c'est terrible. J'ai étudié l'histoire de l'art et je me souviens plus de tout. Parfois, on évacue. Hein. Voilà. C'est qui, lui? Non. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. C'était très à la mode à un certain moment. Ok. Enfin, vous voyez le clair-obscur, par exemple. Donc, les effets d'éclairage dans du sombre. La personne ne voit alors quel est le nom de ce peintre. Non, c'est pas grave. Bonne question. Ah, Rembrandt. Oui, il y a Rembrandt qui a fait ça. Ouais. Bon, c'est pas grave. Testons sans savoir si ça va donner quelque chose. Hein. Image, réglage. Et par exemple, niveau. Image, réglage, niveau. Et là, on a le gamma. On indique les tons moyens. Est-ce qu'ils doivent être foncés ou clairs vers la droite ou foncés vers la gauche? Non, c'est l'inverse. On indique que ce qui est à cette intensité-là devient le gris à 50%. Voilà, c'est comme ça. C'est Donc voilà, les assombrissements. foncé, alors. Voilà, c'est vous qui voyez, c'est juste un exemple, vous faites comme vous voulez. Et puis après, OK. Et donc, je vais tenter de réinjecter l'image à certains endroits avec l'outil forme d'historique. Et alors là, il veut pas. Pourquoi? Ça, par contre, il aurait fallu que je travaille sur une version enregistrée ou quoi? Pourquoi il ne veut pas? Ça, c'est surprenant. Parce que c'est une image qui a été générée par SuperZoom, là, et il considère qu'il n'y a rien à l'épuiser là. OK. Donc, je vais annuler ça. OK. Donc, ça n'a pas marché. Il ne veut même pas me laisser annuler. Il y a un truc qui foire ici. Il a foiré. OK, bon. Tant pis.
Voilà, j'ai fait filtre Neural Filters à nouveau. En 1 seconde, il m'a refait ce que j'avais fait dans Super Zoom et je vais l'enregistrer sur le disque dur. Voilà, et je vais le fermer. Et l'ouvrir, et là, l'historique devrait fonctionner. Donc, piège, hein. Ce qui vient du Super Zoom, l'historique, il ne le voit pas. Donc, j'ai dû, après avoir fait le Super Zoom, enregistrer l'image, la fermer, la réouvrir, et là, ça va fonctionner. Et donc, je voulais faire image, réglage, niveau. Petite astuce très intéressante, je vous l'avais dit quand on a touché au filtre, mais je vous le dis maintenant quand on touche au réglage niveau, si vous enfoncez la touche Alt, la touche Option, quand vous allez chercher un de ces réglages, il revient directement avec le dernier réglage qui avait été appliqué. Si vous ne le savez pas, vous êtes obligé, dans ce cas-là, de noter ce que vous aviez mis, si vous voulez absolument mettre le même réglage, ou il est possible aussi, je pense, d'enregistrer le réglage. Oui, là, il est possible d'enregistrer le réglage en tant que paramètre prédéfini. Pour le réappliquer par la suite plus tard, ce sera dans le menu. Donc, il y a quand même plusieurs solutions pour récupérer un réglage que vous avez appliqué précédemment. Voilà, et donc là, j'essaye de faire ce que je voulais faire, mais qui ne fonctionnait pas. Je réinjecte ouvrir avec l'outil forme d'historique. Et on va voir ce que je peux faire au niveau du visage. Est-ce que je peux obtenir quelque chose de pas trop mauvais? Là, je pense que j'y suis allé trop fort. Donc, je vais aller réinjecter l'image telle qu'elle était quand j'avais fait le niveau, mais à 50%. Alors, ça, c'est intéressant parce que quand vous faites des retouches comme ça sur des personnages, on sent assez vite que c'est irréel, qu'il y a de la retouche. Parce que votre cerveau, il est vraiment extrêmement performant pour repérer les problèmes dans l'environnement et particulièrement sur les visages. Donc faites attention à ça, les retouches. C'est pour ça que moi, personnellement, les images dans les banques d'images, je ne suis pas très amateur. Je trouve que ça fait trop retouché, ça fait irréel. J'aime autant des images non retouchées. De plus en plus, je vais vers ça, alors que ça a été mon métier pendant plus de 10 ans, dans les années 90, les images publicitaires. Mais non. Les appareils photo maintenant, même sur les smartphones, sont tellement performants qu'on obtient vraiment des photos intéressantes. Donc, pourquoi est-ce que votre cerveau est hyper spécialisé dans repérer les problèmes sur les visages, Pour interpréter les émotions. interpréter les émotions exactement, les intentions, mais pas seulement, pour repérer aussi les maladies. Ah oui, parce qu'on ne veut pas s'approcher normalement de quelqu'un qui pourrait être contagieux. Je me place à la place de quelqu'un, d'un homme des cavernes qui ne connaît rien à la médecine. On le sait que si quelqu'un a atteint qui n'est pas normal par rapport aux habitudes, au look qu'il a d'habitude, ça peut signifier qu'il a attrapé quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que votre cerveau est vraiment hyper vigilant à tous les choses bizarres qu'il pourrait y avoir sur les visages. Pas seulement la forme pour les expressions, mais aussi le teint, les incohérences. Ok, donc voilà, de là à là, un exemple de transformation, de portrait. Mais ça peut être moins radical que ça peut être juste aussi éclaircir certaines parties qui sont trop foncées, parce qu'on est dans un contre-jour, des choses comme ça. Voyons un peu. En fait,
Vous faites ce que vous voulez. De la retouche sérieuse, de la retouche créative, cette technique-ci est vraiment géniale, elle vous ouvre plein de possibilités. Mais après, si vous avez fait quelque chose il y a 10 minutes, pour le modifier, ça va pas être possible parce qu'il y a pas de calque. Voilà. Il y a pas de calque, donc pas de possibilité de revenir facilement en arrière. C'est pour ça qu'il faut enregistrer régulièrement sous un certain nom.